Les non-dits en direct. Ici, on dit ce que d'autres préfèrent taire. Sans hystérie, sans fioriture. On décortique les déclarations clés, les faits et leurs conséquences, clairement, point par point, pour comprendre ce qui se passe et où ça mène. Si ce format vous plaît, abonnez-vous dès maintenant, mettez un like et laissez votre avis en commentaire. Votre opinion compte. Ouais bébé, c'est l'épisode 294 de Ask the Inspector le 28 janvier 2026. Jeff Norman, accompagné du préféré de tous, l'inspecteur des armements Scott Ritter, avec vous comme toujours les mercredis soirs. Bonne soirée à toi Scott, comment ça va? Je vais bien, merci. Et toi? Excellent. Comme tu peux le voir, je porte ma dangereuse veste en cuir. Tu te souviens comment Tori avait du mal à se contrôler à l'époque où je portais cette veste? Ça, c'est ton souvenir, garde-le et chéris-le. D'accord. Néanmoins, je pense qu'il va sans dire que je dégage une aura de danger chaque fois que je porte cette veste, alors j'espère que tout le monde pourra se contrôler. Ce soir, nous allons fonctionner sans Ryan Milton. Nous avons de très bonnes questions soumises à l'avance, et peut-être que nous essaierons de répondre également à certaines questions du chat en direct. Scott, tu as un nouveau Substack, quelques nouveaux articles sur Substack depuis la dernière fois où nous avons passé du temps de qualité ensemble. Une note de bas de page à ton précédent article sur Sea Hirsch. Qu'en est-il de cette note de bas de page? Non, juste, je creuse juste plus profondément dans le mystère en cours de pourquoi Si s'engagerait, à une citation si manifestement fabriquée. Il n'y a tout simplement aucune chance que Valéry Gerasimov, le chef d'état-major russe, ait fait la citation que Si lui attribue dans son article La longue guerre de Poutine, que j'avais initialement critiqué dans le post original sur Substack, se trompant sur la Russie. Mais encore une fois, j'étais juste curieux de savoir comment il avait pu faire cela. Et donc, j'ai analysé ses mots. Il parle, en référence à la citation, qu'il y a une histoire de contact de soldat à soldat. C'est un gros indice. Mais c'est la première fois que quelqu'un m'a donné la permission de citer directement. Donc, encore une fois, l'implication est que la citation provient du, contact de soldat à soldat. Et donc, je suis retourné et, j'ai fait des recherches sur, quel soldat, Gerasimov rencontrait qui. Et, il avait en gros une relation avec chaque président des chefs d'état-major interarmés. Ils se rencontraient en personne à l'occasion. Plus tard, il faisait des appels téléphoniques. J'ai analysé chaque cas, mais j'ai examiné le timing. Et une fois que tu examines le timing et que tu réalises que la seule conversation qui aurait pu correspondre, parce qu'il fait référence spécifiquement aux prisonniers, j'ai une armée de criminels, de condamnés. Eh bien, l'armée russe n'a commencé à recruter des condamnés qu'en octobre 2022. Prigojine et Wagner avaient commencé à recruter l'été 2022, mais ce n'est pas l'armée russe. Gerasimov ne ferait jamais de commentaires sur Wagner. Mais ça prend du temps. Il n'y avait aucun prisonnier engagé au combat en octobre 2022. Donc, maintenant, nous devons étendre la conversation à une époque où il y aurait eu des condamnés. Et puis, il est devenu clair qu'il n'y avait qu'une seule personne avec qui il aurait pu avoir une conversation à un moment donné. Et c'était lors d'une conversation qui a eu lieu en 2024. Et cela, mais celle-là traitait de l'arsenic et cela traitait du danger de la guerre nucléaire. Et à ce moment-là, la Russie gagnait et dominait et aucune des choses que, on attribuait à Gerasimov de dire n'aurait pu être dite, même si Gerasimov avait été enclin à le dire, parce qu'aucune d'elles n'aurait été vraie à ce moment-là. Donc, et c'est tout ce que Si aurait dû faire. Je veux dire, si tu regardes, honte à toi, mec, honte à toi. Tu es Seymour Hersh. Tu es Seymour Hersh. Tu es le type de My Lai. Tu es le type d'Abu Ghraib. Tu es le type de Nord Stream. Tu es le gars tu es légendaire, mec. Lauréat du prix Pulitzer, 5 fois lauréat du prix Pulse. Ne fais pas ce genre de conneries. C'est stupide. C'est une erreur d'amateur. C'est le genre de juste. C'est tellement stupide. Ça devait être délibéré. Et c'est le point que j'essaie de faire valoir ici, c'est que cet article n'est pas du journalisme. C'est une partie d'une opération Si. Et je ne veux pas dire Si comme Seymour Hersh, je veux dire Si comme opération psychologique. C'est une stratégie de guerre hybride, de guerre mentale de la CIA, utilisant Seymour Hersh, l'utilisant, et il se laisse utiliser. Et je dois le dire clairement, car il n'y a aucune chance que Seymour Hersh ait publié cette citation.
s'il fonctionnait en tant que journaliste. Il fonctionnait comme un propagandiste, comme un opérateur de guerre de l'information. Et il fait cela depuis un moment, parce que ce qu'il écrit sur la Russie est tellement faux, factuellement faux. Mais ici, ce que j'ai fait, c'est démontrer l'erreur chronologique, vous savez, parce qu'il a été négligent, vraiment négligent, et il a laissé trop d'indices. Et cela a juste rendu si facile de démentir, vous savez, cette citation. Et cela va à l'encontre de tout ce qu'il dit, vous savez. Et puis, vous savez, en répondant à la critique, certains de mes collègues ont tendu la main et, vous savez, et si a répondu très en colère. Et l'une des façons dont il a répondu, c'est juste de reconnaître qu'il déteste carrément Vladimir Poutine. Il le déteste carrément, il le traite de tueur. Il tue ses opposants. Fais attention, car tu utilises le même langage que tu attribues à d'autres personnes qui disent que, vous savez, il tue ses opposants. C'est ta citation. Si, c'est ta citation directe. Donc tu t'es inséré dans cet article. Tu sais, ton préjugé est inséré dans cet article. Et ça ne fait qu'empirer à partir de là. C'est une honte absolue pour le journalisme. Et cela doit être dénoncé parce que, vous savez, sa réputation est telle que les gens lui accordent le bénéfice du doute. S'il ne mérite pas le bénéfice du doute sur cet article, c'est un coup monté pur et simple. Et, vous savez, dans sa réponse, il a aussi dit « J'ai reculé, vous savez, tu es juste en colère parce que l'économie russe s'effondre. » Eh bien, ce n'est pas le cas, si. J'y suis allé. Toi, tu n'y es pas allé? Je veux dire... Excuse-moi, Scott. Est-ce qu'il te dit ça ou aux autres personnes qui venaient? Les autres personnes. Il répond oui, d'accord. Et vous savez, il dit non, mais ce sont des citations directes. Il a dit je vous ai fourni un exemple clair de l'échec de l'économie russe. Et je me suis dit non, tu ne l'as pas fait. Ce que tu as fourni, c'était 2 Ukrainiens travaillant pour un groupe de réflexion financé par la CIA, qui répètent littéralement les points de discussion de la CIA et les publient pour que les idiots sur Internet puissent les répéter et créer cette impression que l'économie russe s'effondre. Mais ce n'est pas le cas. Ces gens n'ont accès à rien. Ils détestent Poutine. Ils répètent juste n'importe quoi qu'on leur donne, transmis par les Ukrainiens. Et ensuite, s'il reprend tout ça, et c'est la chose la plus négligée, c'est la chose la plus négligée au monde. Vous savez, un article a atterri sur les bureaux à Washington, D.C. Tu veux dire qu'un article financé par la CIA, provenant d'un groupe de réflexion soutenu par la CIA, atterrit sur les bureaux des personnes à Washington qui dirigent la CIA pour faire cela afin qu'elle puisse fournir une chambre d'écho? Et puis il cite l'article, mais c'est tellement négligé parce que, vous savez, je fais preuve de diligence raisonnable. J'ai consulté l'article. Il est derrière un mur payant. Et vous savez, quand on descend la page, comment ça devient flou à la fin? Si vous voulez lire la suite, cliquez ici et abonnez-vous. Chaque citation qui là provient de cette première partie de l'article, qui n'est rien d'autre qu'un résumé de quelque chose. Il n'a pas lu cette putain d'article. Il n'a pas lu cette putain d'article. C'est encore une fois juste négligé, si. Négligé, stupide, négligé. Arrête ça. Tu t'embarrasses toi-même. Et tu vas être dénoncé maintenant car il n'y a aucune chance que les gens te donnent de la crédibilité sur tes reportages sur la Russie. Tu ne l'as pas mérité. Tu as mérité exactement le contraire. C'est pourquoi j'ai écrit l'article. Je veux dire, je le considère toujours comme un ami, mais c'est de mauvaises choses qu'il fait. Mauvaises choses. Très bien. Eh bien, s'il est au dîner de Thanksgiving chez toi cette année, il pourrait y avoir un peu de tension à table, mais... Je ne pense pas qu'il viendra jamais chez moi, mais c'est son choix, pas le mien. D'accord. Vous, les gentilles personnes, vous pouvez lire l'article sur scottreader.com. C'est le Substack de Scott, et avec cela, passons-nous aux questions de notre public bien-aimé. Qu'en dis-tu, Scott? Scott, pourriez-vous parler de la récente purge militaire en Chine? Je veux dire, je sais de qui vous parlez, mais nous devons être prudents ici. Il y avait un général chinois qui a été relevé de ses fonctions. L'histoire qui circule est que la CIA l'a payé pour livrer des secrets d'armes nucléaires aux États-Unis. Puis l'autre histoire est que il y a eu une tentative de coup d'État et ce gars-là dirigeait la tentative de coup d'État. Et que Xi Jinping est, vous savez, retranché, vous savez, bien retranché. Rien de tout cela n'est vrai. La CIA n'a pas acheté ce type, il n'a pas livré de secrets nucléaires et il n'y a pas eu de coup d'État. C'est un haut responsable. Il a été licencié pour ne pas avoir pour avoir suivi les ordres concernant Taïwan. Maintenant, je ne sais pas précisément quels ordres il n'a pas suivis, mais c'est pour cela qu'il a été licencié. En gros, il a été licencié pour insubordination et démis de ses fonctions. Maintenant, il y a eu des exemples. La Chine est, vous savez, les gens doivent comprendre certaines choses, la réalité, juste pour rétablir la réalité ici, parce que vous prenez ces choses et vous dites, oh, c'est, vous savez, un signe de, vous savez,
de corruption et ceci, cela et d'autres choses. La Chine est faible. Xi Jinping fuit. Vous savez, depuis plusieurs années approchant désormais les 2 décennies, la Chine a émis des plans quinquennaux consécutifs construits autour de l'idée de sortir 300 millions de personnes de la pauvreté pour les faire entrer dans la classe moyenne. C'est la population des États-Unis. Donc, essentiellement, tous les 5 ans, la Chine prend la population des États-Unis, la sort de la pauvreté et la fait entrer dans la classe moyenne. Il y a une quantité énorme d'investissements, de développement, des infrastructures. Si vous regardez les villes chinoises, elles vous épateront. Des trains à grande vitesse qui vont vraiment vite, contrairement à la Sella, qui traîne comme un vieil homme estropié avec de l'arthrite. Je sais quelque chose à ce sujet. Mais vous savez, nous avons un train à grande vitesse. C'est là. Vraiment? Avez-vous vu la Sella prendre le virage à South Philly? Il ne peut pas aller trop vite car il déraillerait à cause de l'état des voies. N'allez pas au wagon-restaurant près de Philadelphie, car vous allez vous faire secouer dans tous les sens, contrairement au train chinois, où vous pouvez poser une tasse de thé et l'équilibrer sans qu'elle ne vacille. Ça file tout seul. C'est ce que font les Chinois. Ils modernisent aussi leur armée, passant d'un style ancien à du matériel dernier cri de pointe, tout. Tout cela implique des investissements massifs. Ce qui signifie qu'il y a des gens qui sont alors responsables des projets, ils reçoivent beaucoup d'argent et ils sont chargés de distribuer cet argent. Et mince, devinez quoi, les Chinois sont aussi corrompus que les Américains, qui sont aussi corrompus que les Russes, qui sont aussi corrompus que tout le monde. Il y a de la corruption partout. Lorsque vous fournissez beaucoup d'argent et peut-être pas une surveillance efficace parce que vous faites confiance à ces gens, ne soyez pas surpris si de temps en temps, des gens mettent de l'argent dans leur poche. Et cela s'est produit, je pense que c'était aussi récemment que l'année dernière, il y a eu une purge de la force stratégique des missiles chinoises, car ils étaient en pleine modernisation, et beaucoup de généraux prenaient une partie de cet argent pour le mettre dans leur poche. Dommage pour eux, car les Chinois traitent la corruption de la manière dont la corruption devrait être traitée, je crois. Procès très court, vous avez une chance, mais vous êtes coupable, vous avez mis la main dans le pot de cookies. Et ensuite, vous êtes emmené à l'extérieur et abattu presque immédiatement. Exécution publique. Si nous faisions cela, il y aurait moins de corruption. Et je considère simplement la corruption comme l'une des trahisons ultimes de la confiance. Nous vous élisons à un poste élevé pour nous servir, nous vous payons un salaire, et ensuite vous volez notre argent et aggravez la société. Je ne préconise pas cela ici aux États-Unis, je dis juste que c'est, vous savez, une dissuasion. Mais ce n'est pas ce qui se passe ici. Je ne pense pas qu'il soit accusé de corruption, je pense qu'il est accusé d'insubordination. Et je ne sais pas s'il en faisait trop ou s'il n'en faisait pas assez. Il y a beaucoup de résistance en Chine à l'idée de, vous savez, aller en guerre à Taïwan. Les gens pensent que, vous savez, ils devraient laisser les chiens dormir et tout ça, alors que Xi Jinping adopte une position plus dure. Et donc, vous savez, il aurait pu ralentir certaines choses que Xi Jinping voulait accomplir, mais il a été démis de ses fonctions. Mais ce n'était pas un coup d'État et ce n'était pas la CIA, vous savez, pénétrant la Chine au plus haut niveau. Très bien, parfait. Passons à la question suivante et elle est posée par une autre personne, Bobby B, RTW. Je pense que cela signifie tour du monde. Bobby B est un voyageur du monde. Martonov dit que ce qui a ruiné l'Union soviétique, c'est le coût énorme pour amener les républiques à un niveau de vie supérieur. Vous dites que c'était juste Gorbatchev. Pouvez-vous expliquer cela plus en détail, car il y a un tel manque d'informations sur cette situation parmi le grand public? Bon, eh bien, je pense que ce dont parle Andrei, c'est des coûts à long terme, c'est-à-dire que, vous savez, lorsque l'Union soviétique a été créée, souvenez-vous qu'elle a été créée à partir de l'Empire russe. Vous savez, la décision a été prise qu'il fallait, vous savez, amener tout le monde aux standards soviétiques. Et donc, vous savez, il y a eu beaucoup de développement d'infrastructures dans des endroits qui étaient sous-développés en Asie centrale, en Extrême-Orient, etc. Vous savez, mais je dirais aussi, si c'est de cela qu'Andrei parle, qu'en est-il des coûts de reconstruction à la fin de la Seconde Guerre mondiale, où en gros tout, vous savez, en Russie occidentale, en Ukraine, en Biélorussie, a été détruit, rasé, aplati. Ils ont dû repartir de zéro. C'était coûteux. Vous savez, je pense qu'un équilibre a été atteint vers la fin des années 1960, début des années 1970, où ces investissements avaient suivi leur cours. Vous savez, tout avait été mis au standard et l'économie fonctionnait. Vous savez, ce n'est pas une économie de marché occidental, mais vous savez, ma femme vient de la Géorgie soviétique et vous savez, elle m'a dit qu'ils avaient une bonne vie. Je veux dire, ils étaient pas pauvres.
vous savez, ce n'était pas la vie que nous avions en Amérique, mais c'était, vous savez, c'était une bonne vie, une vie de qualité, de la nourriture sur la table, vous savez, de l'énergie, des voyages. Et donc, ce qui a changé, je veux dire, il y a eu une sorte de stagnation et tout ça. Mais vous savez, mon argument est que, vous savez, je ne parle pas de ce qu'a dit Andrei Martonov. Ce dont je parle, c'est de ce que les guerriers de la guerre froide et l'administration Reagan et George Herbert Walker Bush ont dit, que nous avons gagné la guerre froide parce que nous avons effondré l'Union soviétique en les obligeant à dépenser pour des armes une course aux armements que Ronald Reagan a initiée. En fait, c'est Jimmy Carter qui a initié, mais bon, pourquoi voudrions-nous nous soucier des faits? Parce que c'est un récit, c'est une histoire. Reagan a gagné la guerre froide en ruinant la Russie, les soviétiques, en les forçant à acheter des armes contre. Tout ça, c'est des conneries. Si vous regardez le développement des armes, et je passe en revue cela dans mon livre, Désarmement à l'époque de la perestroïka, vous savez, ces armes ont toute une histoire de développement qui précède l'arrivée de Ronald Reagan à la présidence. Vous savez, donc l'argent était déjà alloué, les plans étaient déjà là, et vous savez, vous regardez la ville de Vatkensk, qui est une ville de défense, et vous regardez, vous savez, tout là-bas est lié à l'usine de Vatkensk. Vous savez, les écoles sont financées par le fonds de l'usine qui provient de l'argent qu'il génère par la production de missiles. Les salaires sont payés à partir de cela, les parcs sont aménagés, les bâtiments sont construits, vous savez, les magasins sont approvisionnés. C'est littéralement une ville-usine qui se débrouillait bien. Elle se portait vraiment bien jusqu'à ce que, vous savez, le traité INF, le traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire, vous savez, prennent cette ville de production de missiles où leurs revenus proviennent des missiles qu'ils produisent d'un seul coup. Ils perdent le SS-23, ils perdent le SS-12, ils perdent le SS-20 et ils perdent des variations, ils perdent le missile courrier que personne ne mentionne, mais c'était un nouveau missile qui était à un stade avancé de développement, prêt à entrer en production en série. Vous savez, ils conservent le SS-25 et ce qu'on appelle le petit ICBM. Non, ils ont perdu le Skiros. Le courrier est un petit ICBM, et donc ils ont 2 missiles qu'ils produisent, le SS-25 et le courrier, mais ils en ont perdu 4. Vous savez, je ne suis pas mathématicien, mais c'est comme perdre, voyons voir. C'est plus de 70% de votre capacité de production partie, ce qui signifie que... Mais vous savez, l'industrie de la défense compense. Il y a toujours de l'argent qui entre, mais pendant qu'ils font cela, alors qu'ils effectuent cette transition, Gorbatchev arrive avec sa révolution. Maintenant, vous savez, je suis arrivé pour la première fois en Union soviétique en juin 1988. Gorbatchev, pendant que j'étais là, a tenu ce qu'on appelle la 19e conférence de tous les partis. C'était, vous savez, une conférence unique. La dernière avait été tenue par Staline, je pense, avant le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. C'est à quel point elles sont rares. Mais c'était essentiellement une révolution. Gorbatchev menait une révolution. Il disait essentiellement au Parti communiste que l'ancienne façon de faire des affaires devait prendre fin, et il proposait des élections démocratiques, l'élection de nouveaux, vous savez, députés, un nouveau soviet, et finalement un président qu'il serait. Et il a déclaré la guerre aux anciens communistes. Il s'affrontait, et pour la première fois à la télévision soviétique, il diffusait ses délibérations en direct, et les gens regardaient ces délibérations. Vous savez, le Politburo avait l'habitude d'avoir ce genre de délibérations, mais toujours à huis clos, et tout ce que vous receviez était un compte-rendu que tout allait bien dans le Parti communiste. Mais cette fois, tout se passe. La démocratie se met en place, et si elle... Et l'une des choses que lui, Gorbatchev, propose est quelque chose appelé, vous savez, la comptabilité analytique, je crois que c'était le nom. En gros, c'est du paiement à l'usage, ce qui signifie que vous devez revoir entièrement le mode de financement de l'Union soviétique. Et maintenant, les gens dans les usines doivent vendre des choses, lever des fonds, payer leur salaire. Et là, les usines disent, attendez une seconde, vous venez de réduire notre production de missiles. Maintenant, vous allez vous débarrasser des petits ICBM, donc nous n'avons plus qu'un seul missile, et nous devons encore financer toute cette ville, et vous voulez que je vende des choses. Quoi? Des landaux? Des machines à laver, Faya? Vous savez combien de landaux et de machines à laver, Faya, vous devez produire et vendre pour payer un missile? Et maintenant, vous avez diminué le nombre de missiles. Ils produisaient des SS-20 et le SS-25 avait un taux de production de environ 80 par an, le SS-20 la même chose. À la fin, ils avaient vraiment fait chuter ce chiffre. Lorsque la guerre froide s'est terminée,
Ils avaient réduit le taux de production à environ 8 par an. Vous ne pouvez pas payer. C'est ça qui a provoqué l'effondrement. Gorbatchev s'effondre et combiné avec la résistance de Helsinki, si vous retournez à la 19e conférence de tous les partis, vous verrez qu'il y a eu un énorme désaccord entre Gorbatchev et Helsinki. Et en gros, Gorbatchev a essayé de chasser Helsinki pour tout, mais Helsinki est entré et a donné à la Fédération de Russie le pouvoir de défier, vous savez, l'Union soviétique. Et ce qui a finalement tué l'Union soviétique, c'est lorsque Gorbatchev a dit que les impôts de la Russie allaient au gouvernement russe, pas au gouvernement soviétique, et toutes les autres républiques ont fait de même. Et en gros, le gouvernement soviétique est le parti communiste, et il s'est vu refuser l'accès aux ressources, donc maintenant, littéralement, le gouvernement soviétique n'était plus rien, il n'avait aucun contrôle. Tout était géré par les républiques, et la Russie dirigeait tout, et c'est là que Gorbatchev a jeté l'éponge. Mais la faillite est venue des plans économiques échoués de Gorbatchev, et leur échec a incité Helsinki à créer une structure parallèle en Russie, qui a ensuite saisi les fonds, alloué les fonds et privé de leurs droits. C'est pourquoi j'en tiens Gorbatchev pour responsable. Je ne blâme pas, vous savez, les autres facteurs, mais c'est plus compliqué. J'espère que vous comprenez à quel point c'est bien plus compliqué que de simplement dire Gorbatchev. C'était une révolution dans les affaires économiques, essayant de forcer la planification centralisée, le contrôle de l'État, une économie contrôlée par l'État vers une économie de marché, et cela n'a tout simplement pas fonctionné. Très bien, la question suivante vient de l'un de nos habitués préférés, Paddy de la République populaire de Cork. Il demande « Pourquoi Poutine est-il intéressé par l'adhésion de la Russie au Conseil de la paix de Trump ?» J'aime l'idée d'utiliser l'argent sanctionné, dit Paddy, car cela ouvre le débat, mais va-t-il jouer le jeu avec Trump ou a-t-il à cœur les intérêts des Palestiniens? Eh bien, franchement, je n'en ai aucune idée. Je veux dire, il est difficile de comprendre l'esprit du président russe. Il n'a pas eu, vous savez, une conversation ouverte lorsqu'il a pris cette décision. Mais analysons cela. Je veux dire, j'ai écrit dans notre livre Method to His Madness. Vous savez, il obtient une place à la table. C'est quelque chose. Il cherche à se faire bien voir de Trump à un moment où, parallèlement à cela, les négociations avec l'Ukraine se dégradent. Et vous savez, laissé dans un vide, vous savez, vous courez le risque que Trump dise alors, eh bien, je vais augmenter les sanctions. Je vais faire plus, vous savez. C'est ce qu'il a fait la dernière fois. Mais ici, vous avez Poutine qui tend la main en tendant, vous savez, une branche d'olivier ici pendant que les pourparlers commerciaux ou les pourparlers de paix s'effondrent ici. Et l'objectif, je crois, est de faire penser Trump positivement à Poutine, négativement à Zelensky, ce qui est exactement ce qui s'est passé d'ailleurs. Exactement ce qui s'est passé. L'autre chose est qu'a dit Poutine. Il a dit, vous pouvez... je suis prêt à allouer volontairement $1 milliard des actifs que vous avez gelés. Maintenant, pour les obtenir, vous devriez les dégeler. C'est un mécanisme légal. Et ensuite, que faites-vous du reste de l'argent? Et maintenant que vous avez démontré que vous pouvez les dégeler, il y a des conditions dans lesquelles ils pourraient être dégelés. Et c'est ce que la Russie veut commencer à discuter, non seulement avec les États-Unis, mais aussi avec l'Europe, sur la façon de dégeler cet argent. Et si vous obtenez l'accord des États-Unis sur le concept de dégeler cet argent, c'est un grand... Et puis l'autre chose qu'il a dite est que cela dépend également du fait que la Palestine ait une place au Conseil. Et ça, vous savez. Donc, vous savez, il y a beaucoup de conditions attachées à cela. Ce n'est pas juste Poutine qui cède, vous savez, qui se soumet à papa, comme d'autres le font. Poutine a clairement indiqué qu'il pouvait s'imaginer s'asseoir à cette table et travailler avec lui vers l'objectif commun d'améliorer la vie à Gaza. Mais il y a des conditions. Premièrement, vous devez débloquer l'argent. Nous ne vous donnons pas $1 milliard. Vous avez volé $1 milliard. Nous disons de le débloquer et vous pouvez prendre $1 milliard pour investir. Et deuxièmement, la Palestine doit avoir une place à la table. Et jusqu'à présent, aucune de ces conditions n'a été remplie. Eh bien, à part la situation avec la Russie, a-t-on précisé exactement où cet argent va être conservé, comment il va être réparti et comment les décisions vont être prises? Oui, c'est dans la charte. C'est le bébé de papa. Je veux dire, c'est l'une des choses les plus anticonstitutionnelles imaginables. Mais je crois comprendre que l'argent sera conservé dans des banques qataries, mais géré personnellement par Donald Trump. Pour toujours, jusqu'à sa mort, peut-être même après sa mort. Il est président du conseil d'administration et tout est lié à lui. Le conseil de la paix n'est pas lié au bureau de relations publiques de la présidence. Le président du conseil de la paix, c'est lui seul et il détermine la composition tous les 3 ans. Je veux dire, c'est fondamentalement, vous savez, un projet d'ego. La dernière fois que j'ai vérifié, il n'y avait pas beaucoup de pays européens qui réclamaient d'en faire partie.
Est-ce que c'est à peu près comme ça que ça va se dérouler? On dirait bien. Je veux dire, vous savez, c'est son projet favori, son projet d'ego. Vous savez, il a pu faire. Mais le problème avec Trump, c'est qu'il ne suit pas ses engagements. Je veux dire, vous savez, il ne va simplement pas au bout des choses. Il a eu son moment où il a pu s'asseoir à une table, faire venir des gens, signer un document, le montrer et tout ça, faire son discours, et maintenant c'est fini. Et vous savez, Jared Kushner a pu y aller et montrer, vous savez, son rendu artistique de ce à quoi Gaza pourrait ressembler et tout ce genre de choses. Et vous savez, comme si cela signifiait, oh là là, regardez combien de progrès nous avons fait. Mais pour l'instant, vous savez, qui sait ce que cela va être, mais pour l'instant, c'est rien. C'est juste un tas de signatures sur un morceau de papier et rien. La prochaine question est de Shahid Wani à Jammu et Cachemire, en Inde. Trump et Poutine sont-ils parvenus à un accord permettant aux États-Unis d'attaquer l'Iran en échange d'un laissez-passer pour la Russie en Ukraine? Ou bien est-ce juste une autre tentative d'apaisement de la part de Trump pour relâcher la pression constante d'Israël? Eh bien, le concept selon lequel la Russie aurait besoin d'un laissez-passer gratuit, encore une fois, Fiona Hill a évoqué cette idée récemment. Elle a dit qu'il y avait un grand accord conclu par la Russie, vous savez, non écrit, a-t-elle dit, et c'était simplement compris. Donc comment l'avez-vous compris alors, Fiona? L'avez-vous entendu vous-même? Étiez-vous à la table quand ils en parlaient? Quelqu'un est-il venu vous voir ou avez-vous simplement eu un analyste disant quand nous regardons ce qui se passe, nous pensons que la Russie pourrait essayer de conclure vous savez, un accord. Le Hamas ne se désarmera jamais. Le Hamas veut 10. Ils disent, oui, nous vous donnerons 10 000 policiers. Vous savez, tous leurs terroristes, tous leurs combattants, pas des terroristes, mais, vous savez, les gens que nous appelons terroristes. Mais le point est, la Russie. La Russie ne procède pas comme ça. Pour comprendre, lorsque Vladimir Poutine a rencontré Xi Jinping à Pékin le 4 février 2022, ils ont publié une déclaration commune de 5000 mots qui rejetait l'ordre international fondé sur des règles et l'hégémonie américaine au profit d'une approche multilatérale et multipolaire, ce qu'ils appellent un ordre international fondé sur le droit, c'est-à-dire le respect de la Charte des Nations Unies. Juste l'autre semaine, Vladimir Poutine, en recevant les diverses accréditations ou documents d'ambassadeurs, a parlé de la primauté de la Charte des Nations Unies et de la façon dont la Russie y adhérait. Comment cela était, vous savez, la Russie croyait en le droit international, croyait en la Charte. C'était le document suprême. Les Russes n'en sont pas arrivés là où ils sont en disant une chose et en faisant une autre. Vous savez, les Russes ne croient pas aux accords. C'est ce que font les États-Unis. Un accord est un arrangement de convenance. J'ai conclu un bon accord, j'ai fait une bonne affaire, je peux décrocher une meilleure affaire. Cet accord est terminé. Je veux dire, Karen Kneißl, ancienne ministre des Affaires étrangères autrichienne qui est actuellement au centre Gorki à Saint-Pétersbourg, elle déteste le concept d'accord et de diplomatie. Elle l'appelle le langage des gangsters, le langage des voyous, le langage de la mafia. Et elle a 100% raison, car un accord n'est rien. Le plan d'action global commun était un accord, et regardez ce qui s'est passé. Trump s'en est simplement éloigné. Et il se retire également des traités. Mais les Russes ont dit, ils l'ont dit depuis le début, que s'il doit y avoir un nouvel arrangement avec l'Occident, ce ne sera pas un accord, ce ne sera pas un arrangement, ce sera un traité écrit noir sur blanc, avec des obligations et des conséquences en cas de non-respect. Et donc, vous savez, c'est ce que fait la Russie. Sergueï Lavrov n'a pas acquis sa réputation en parcourant le monde pour conclure des accords dont la Russie se retire ensuite. Vous savez, allons voir Maduro et disons-lui que nous allons faire ce truc d'aide mutuelle, mais en réalité, nous allons le trahir. Vous faites cela une fois, vous savez, vous n'avez aucune crédibilité. La Russie ne survit pas à cela. Donc, il n'y a jamais eu d'accord, et il n'y aura jamais ce genre d'accord. La Russie ne va pas brader ses intérêts. La Russie croit en la loi internationale. C'est comme ça qu'ils opèrent. Donc, non, il n'y a pas de marchandage comme ça. Il n'y a pas de grand marchandage sur l'Iran. C'est simplement Trump qui surestime sa main. Je pense que si Trump attaque l'Iran, et je suis sûr qu'il y aura probablement une question à ce sujet plus tard, il y a plus de 85% de chances que cela tourne mal pour les États-Unis. La prochaine question vient d'un autre de nos habitués préférés. Je vais vous donner un indice et nous verrons si vous pouvez deviner de qui il s'agit. L'indice est baseball. S.R. de Cooperstown. Tom de Cooperstown.
Le parlementaire ukrainien Artem Dmytryk a lié le régime de Zelensky aux tentatives contre la vie du président Trump et à l'assassinat de Charlie Kirk. Dmytryk a été emprisonné et battu par les sbires de Zelensky. Il attend actuellement son procès à Londres et Tom de Cooperstown aimerait avoir votre avis. Pourquoi est-il jugé à Londres? Qu'a-t-il fait? De quoi est-il accusé? Je veux dire, je connais le parlementaire et je sais qu'il a fait, vous savez, une série d'allégations concernant la corruption. Mais vous savez, il faut se demander à quoi il a accès. Je veux dire, cet homme, en tant que parlementaire, faisait-il partie du comité parlementaire top secret qui gérait les opérations secrètes ukrainiennes? Non. C'est un leader de l'opposition. On ne lui fait pas confiance. Vous savez, il pourrait être au courant de la corruption, mais l'idée qu'il était au courant des efforts ukrainiens pour assassiner le président des États-Unis, j'aimerais savoir ce qu'il savait. Je n'en sais pas assez sur ce sujet pour vraiment donner à cette question le type de réponse responsable que je sais que Tom recherche. Parce que, pour être honnête, c'est juste l'une de ces choses et j'en suis coupable. Peut-être que je ne devrais pas. Je n'ai que tellement de temps dans la journée et donc quand je tombe sur une histoire qui dit essentiellement pas question, je l'ignore et je passe à autre chose. Donc je n'ai pas pris le temps nécessaire pour, vous savez, creuser cela. Maintenant que vous avez posé la question, bien sûr que je vais le faire. Merci, Tom. Vous venez de me coûter 1h30 de mon temps, mais ce n'est pas grave. C'est pour ça que je suis là, vous savez. Mais je ne peux pas vous donner la réponse solide que vous cherchez, sauf pour dire que, superficiellement, tout cela sent mauvais. Encore une fois, je veux savoir pourquoi il est jugé à Londres. Que se passe-t-il d'autre dans la vie de cet homme pour qu'il dise ces choses? La prochaine question vient de Karl Kaplan, dans la Cité des Anges. Est-il possible... Oh, c'est une question amusante. Vous pourriez penser que j'ai soumis cette question sous le faux nom de Karl Kaplan, mais je ne l'ai pas fait, Scott. C'est une vraie question. Est-il possible pour vous de mépriser quelqu'un plus que Lindsey Graham? Si vous deviez classer un top 5 des individus les plus méprisés, qui est sur la liste, en dehors de Lindsey Graham et Joe Biden? Merci, Karl, pour cette question juteuse. Eh bien, tout d'abord, je vais retirer Joe Biden de la liste. Parce que je déteste Joe Biden. Tout le monde sait que je déteste Joe Biden et j'ai de l'animosité envers Joe Biden, etc. Mais beaucoup de ce qui nous met en colère contre lui, c'est son incapacité à agir en tant que président. Et beaucoup de cela est dû au fait que l'homme était juste mentalement parti. Et c'est difficile de mépriser quelqu'un qui a la maladie d'Alzheimer et tout ça. Donc Joe, tu sors de la liste, pas parce que je t'apprécie, mais juste parce que tu as Alzheimer et que ma mère m'a appris à ne pas m'en prendre aux personnes vulnérables. Lindsey Graham est définitivement sur cette liste, à 100% sur cette liste. Si on pouvait atteindre les profondeurs de l'enfer, j'aimerais arracher son bon ami John McCain et le mettre à côté de lui, parce qu'ils vont bien ensemble. Tom Cotton est quelqu'un dont je n'ai absolument rien à faire. Mettez-le là. Je méprise Ted Cruz. On peut mettre Ted Cruz là. Mais vous savez, les démocrates n'ont pas de passe-droit ici. Nancy Pelosi rejoindra la liste des 5 premiers. C'est une course serrée. Je veux dire, c'est tellement serré que certains jours, vous savez, certaines personnes pourraient être retirées et mises en avant. Mais ces 5-là, je suis très à l'aise pour dire que je déteste absolument tout ce qui les concerne. Il n'y a rien en eux qui ait des qualités rédemptrices. Nancy Pelosi, Ted Cruz, Tom Cotton, Lindsey Graham et qui était l'autre? John McCain. Ah oui, John McCain. D'accord. Et vous ne niez pas que Biden était un con même avant qu'il ne commence à perdre ses facultés mentales, mais vous? Oh, s'il vous plaît, Dieu, je ne le nie pas du tout. Je déteste Joe Biden. Tu veux juste. Vous voulez juste lui donner un passe-droit? D'accord. Vous êtes un gars sympa? Non, j'ai du mal à... Je comprends. Ouais. C'est juste que, vous savez, le cerveau de cet homme était parti au moment où il a quitté ses fonctions. Et vous savez, il faut être juste faire attention. Vous savez, à ne pas s'en prendre à quelqu'un quand il ne peut pas se défendre correctement. D'accord. Très bien. La prochaine question vient de Salamandra Ferrel. Je ne sais pas si c'est un vrai nom ou non, mais... Qui c'est? Du nord de l'Italie. Pensez-vous que les pays occidentaux envoient des espions en Russie, en Chine, en Iran, etc., pour tenter de voler la technologie des armes hypersoniques de haute technologie que l'Occident ne possède pas actuellement? Comment est-il possible que le complexe militaro-industriel occidental n'ait pas cette technologie? Je suis soulagé qu'il ne l'aime pas, mais c'est tout de même étonnant. Oui, je veux dire, c'est notre métier. C'est ce que nous faisons pour vivre en tant qu'officier de renseignement.
il ne s'agit pas tant d'envoyer des espions. Vous savez, tout d'abord, vous venez de mentionner ce qu'ils appellent des zones interdites. Donc vous devez être très prudent quant à la manière dont vous opérez ici. C'est beaucoup de contre-espionnage, beaucoup de, vous savez, de sécurité, surtout sur ces questions. Et donc, vous savez je pense que le modèle que les gens recherchent est, par exemple, qui est l'homme qu'ils appellent le billion dollar spy, Adolf Tolstochov ou Adolf, je pense, Tolstochov ou quelque chose comme ça. C'était un homme qui travaillait dans un bureau de conception qui traitait des radars d'avions et des choses de cette nature. Et vous savez, son père avait été, vous savez, envoyé au goulag sous Staline et il y avait du ressentiment. Et donc il a pris la décision qu'il allait espionner. Contre rue, maintenant, la CIA a une station à Moscou, la station de Moscou, et elle est peuplée de gens que nous appelons des officiers de cas. Ce sont des espions, mais ces personnes opèrent sous couverture diplomatique. Et c'est généralement comme ça que vous voulez opérer dans une zone interdite. Car si vous vous faites prendre, vous n'êtes pas emmené à l'arrière pour être fusillé ou jeté en prison pour le reste de votre vie. Vous avez une protection diplomatique. Ils vous donnent simplement une tape sur le poignet, prennent quelques photos embarrassantes de vous, et ensuite votre fils personnel sur le terrain, et vous êtes expulsé du pays. Tolkachov essayait initialement de rencontrer des gens, et il pensait qu'il avait du mal à convaincre les Américains de le prendre au sérieux, Adolf Tolkachov, ouais. Finalement, il a réussi à convaincre quelqu'un, vous savez, de recevoir les documents, et ils ont examiné les documents, et ils ont dit, c'est réel. Et donc maintenant, la CIA met en place un gestionnaire, et c'est un gars qui va gagner la confiance de Tolkachov. C'est à lui que Tolkachov va faire confiance pour les réunions et tout le reste. Et en gros, vous savez, Tolkachov met sa vie entre les mains de ce type. Donc ce sont les espions que nous envoyons. Nous envoyons des officiers pour gérer. Et les espions les plus efficaces ont tendance à être des volontaires parce qu'ils sont motivés par ce qui les motive, la motivation idéologique, etc. Quand vous recrutez quelqu'un, c'est généralement parce qu'il a été compromis d'une manière ou d'une autre, et cela le rend pas le plus docile, car il ne voulait pas être recruté, mais vous savez, il a été photographié avec, vous savez, un jeune garçon, ou il a été photographié avec un groupe de filles, ou il a été photographié, peu importe, et où ils ont accepté un pot de vin, ils ont pris de l'argent, et ils se sont fait attraper. Ils ont été compromis à moins que vous ne fassiez X, Y et Z. Donc maintenant que c'est en quelque sorte contraint, l'autre chose est que lorsque vous recrutez quelqu'un pour de l'argent, nous avons souvent rencontré cela en Irak. Vous savez, ils commencent avec de bonnes informations. Je me souviens d'une source qui son tout premier rapport était parfait. Notre problème est que le service de renseignement néerlandais a mis une éternité à nous fournir l'information parce qu'ils l'ont d'abord transmise à la CIA, qui ne nous l'a pas transmise. Au moment où ils nous l'ont transmise, le site avait été évacué par les Irakiens. Donc même si nous avons finalement fait une descente sur le site, c'était exactement ce que la source avait dit. Mais nous étions environ un mois trop tard, et tous les documents que nous cherchions avaient été évacués. Mais maintenant, cette source était comme en or. Nous nous sommes dit, c'est une bonne source. Et il a réalisé qu'il était une bonne source. Et il voulait donc continuer à être une bonne source. Mais les informations qu'il a commencé à nous fournir, ce n'était plus la même chose. C'était exagéré, fabriqué, mais il voulait continuer à être la source pour obtenir de l'argent. Et c'est l'autre chose dans cela donc. Vous savez, mais nous faisons de notre mieux. En Iran, par exemple, il y avait un type qui a révélé des secrets nucléaires qui ont fini par être utilisés pour assassiner des gens, et les Iraniens l'ont exécuté depuis. Mais il a, vous savez, voyagé en Allemagne, puis à Vienne pour assister à des réunions diplomatiques, puis il a aussi participé à des événements académiques. Et chaque fois que vous partez à l'étranger, nous avons des gens partout dans le monde qui viennent essayer de les recruter, de les compromettre, de les faire une erreur. Vous savez, et puis ils le traînent et disent « Voici la photo, c'est la fin de votre carrière. Quand vous sortirez d'ici, cette enveloppe apparaîtra à la porte de votre ambassadeur. Nous en envoyons une autre là-bas. Quand vous rentrez chez vous, vous serez tué ou vous pouvez travailler avec nous. Voici une enveloppe contenant des instructions sur la manière de faire la prochaine réunion. Faites un choix maintenant. » Et ils disent « D'accord. Ruska Derushka a reposté le stream. D'accord, merci. Vous savez, mais bien sûr, nous faisons cela. Nous inondons le marché pour avoir accès à cette information. Pas parce que nous ne l'avons pas. Nous l'avons. Je veux dire, vous savez, nous comprenons les concepts. Notre problème est nous. Les Russes, quand
Quand l'Union soviétique existait, par exemple, nous allons prendre, vous savez, la relation entre ce qu'on appelait le bureau de design Nadaradz, qui est devenu plus tard l'Institut de technologie thermique de Moscou, et l'usine de construction de machines de Vodkin, ou l'usine de Vodkin. Essentiellement, l'équipe Nadaradz et Vodkin concevait un missile, produisait un missile. Mais il y a d'autres choses. Vous aviez l'usine qui fait le développement du moteur fusée à propergol solide, la conception réelle du carburant qui est là près du district de Luberty à Moscou. Vous avez les personnes qui fabriquent les conteneurs de lancement, développant de nouvelles fibres de carbone légères, vous savez, pour qu'elles soient plus solides mais plus légères. C'est essentiel quand on travaille sur des systèmes à distance. Nous avons les personnes qui conçoivent les lanceurs, vous avez les personnes qui font le guidage. Vous savez, toutes ces usines travaillent ensemble. Et ils développent ces missiles, mais ensuite, ils continuent simplement à y travailler. Vous savez, les Russes, vous savez, au départ, je pense, ils prévoient que leurs missiles ont une durée de vie de 20 ans, ce qui, quand vous le décomposez, signifie que vous faites accepter un missile. Après environ 10 ans, vous feriez mieux de commencer à travailler sur la suite. Comme ça, il est prêt à être déployé au moment de retirer l'ancien. Ils l'ont maintenant prolongé à 30 ans, ce qui signifie qu'il y a un certain chevauchement dans les systèmes. Mais mon point est que les soviétiques ont continué à faire de la recherche, ont continué à améliorer, ont continué à moderniser. Aux États-Unis, c'est fait par contrat. Vous savez, vous obtenez un contrat pour produire cela pour le Pershing et c'est tout. Vous exécutez le contrat. Et à moins que vous n'ayez un contrat pour faire de la recherche et développement, vous ne travaillez pas vraiment sur le prochain développement car vous devez être dirigé pour le faire. Et, comme avec le Smerch, les Russes ont pu, en gros, transformer rapidement un besoin en un véritable missile. Parce qu'ils avaient tous les éléments mobiles. Ils pouvaient simplement dire, d'accord, cette équipe, venez ici. Cette équipe viendra ici. Faisons ceci, 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 ceci. Et c'est parti. Nous voulons construire un nouveau missile. Nous allons dépenser beaucoup d'argent pour un concept, et c'est tout ce que nous allons obtenir. Personne ne fait de développement parallèle. Et ensuite, nous avons un concept, et nous disons, produisons un prototype. Et pendant qu'ils font le prototype, il n'y a pas de développement parallèle. Donc ils produisent le prototype et ils disent « on l'a, maintenant nous allons allouer de l'argent pour que vous puissiez construire une base de production. Construisez une usine, recrutez des gens, équipez l'usine, formez votre personnel et passez à la production. » Mais cette production est uniquement pour ce système, donc nous ne fabriquons qu'un certain nombre de quantités et tous vos prix augmentent à cause de cela. Donc nos produits sont très chers, prennent beaucoup de temps et donc nous sommes à la traîne. Mais nous avons la technologie. Nous, ce n'est pas une technologie inconnue, vous savez. Des pays comme les États-Unis, la Russie, la Chine, nous avons des scientifiques avancés en théorie, vous savez, qui font ce genre de choses. Donc ce n'est pas qu'ils disent « Oh mon Dieu, hypersonique ». Jamais entendu parler de ça. En fait, le Smerch est en réalité développé à partir d'un système d'armes américain appelé Rods from God, auquel nous, vous savez, nous pensions à l'époque. Donc, vous savez, nous sommes familiers avec ces concepts. Nous ne sommes tout simplement pas organisés pour avancer rapidement avec eux. Ce que nous voulons des Russes, ce n'est pas nécessairement leur technologie. Nous avons besoin d'informations sur la façon dont ils le produisent et ce qu'ils produisent afin que nous puissions nous en défendre. Vous savez, la raison pour laquelle Toulkatchov était l'espion à $1 milliard, ce n'est pas qu'il, vous savez, nous avons pris les radars russes et nous sommes dit, oh mon Dieu, ils sont si bons, nous allons les construire nous-mêmes. Non, ce que nous voulons, c'est regarder comment ces choses fonctionnent, comment les contrer, comment y parvenons-nous. Mon patron, le colonel Georges Konal, une légende dans le domaine du renseignement. À Moscou, il est allé à Leningrad, à l'époque où c'était Leningrad. Et ils avaient pour mission, je pense que c'était le sous-marin Alpha, dans les années 1970, au début des années 1980. Mais, c'est le début des années 1980. Mais le sous-marin Alpha avait un nouveau design, nous ne savions rien à son sujet. Et, vous savez, en gros, nous construisons des torpilles et nous construisons, vous savez, des sonars et tout ça, mais nous ne savons rien de cette chose censée être nouvelle couverture, nouvelle tout cela. Et c'était dans un chantier naval qui comprenait la façon dont nos satellites fonctionnent, et donc ils avaient un toit qui s'étendait au-dessus, et nous ne pouvions pas en obtenir de photos. Le satellite, quoi que vous fassiez, ne laissait rien paraître, et à l'époque, vous n'étiez pas censé être au courant. On pouvait déplacer un peu le satellite et changer son angle. Nous ne pouvions pas en obtenir une image du tout. Donc, Konal et ce Britannique y sont allés, et ils ont fait des repérages,
et ils ont réalisé qu'il y avait un bateau-ferry qui partait d'une partie de Leningrad et allait vers une autre partie de Leningrad. Un ferry pour navetteurs passait juste à côté du chantier naval qui produisait le sous-marin. Et donc il y avait le mur, le sous-marin, le toit, mais il y avait un espace là-bas. Et le ferry dans lequel il se trouvait était un vieux vapeur converti. Il n'utilisait pas ça. Il utilisait une propulsion différente, mais il y avait les grandes cheminées qui étaient toujours sur le navire. Ils ont dit, eh bien, et si nous montons et nous pouvons regarder par-dessus la cheminée, et cette cheminée est juste à la bonne hauteur pour que nous puissions regarder à l'intérieur. Une idée brillante, mais comment faire avec un navire plein de navetteurs? Donc, ils sont allés à Leningrad et ils ont semé leur filature du KGB. Vous savez, en gros, vous vous lancez dans une course-poursuite à grande vitesse et vous finissez par sortir par l'arrière pendant que votre chauffeur part et met un faux corps et tout ça. Et puis ils se sont faufilés jusqu'au chantier naval et ont attendu que le navire soit amarré pour la nuit. Ils ont grimpé sur le navire, sont entrés dans la cheminée, se sont attachés à la cheminée. Le lendemain matin, alors que le navire partait, ils sont montés là-haut. Ils ont eu les clichés. Mais maintenant, ils avaient leurs costumes en dessous, alors ils ont enlevé leurs survêtements et les ont jetés dans la cheminée, et ils se promènent simplement sur le navire, comme s'ils étaient des navetteurs. Et le KGB, bien sûr, les cherchait, et le gars du KGB voit Connell, et ils disent « On t'a eu, espèce de salaud !» Et ils veulent son appareil photo, mais Connell avait déjà, on va dire qu'il avait dissimulé la pellicule. Et ils n'allaient pas obtenir le film. Et ils pensaient que c'était dans l'appareil photo. Ils disent « Nous voulons l'appareil photo ». Il répond « Cet appareil photo ». Cet appareil photo ne signifie rien pour moi. Et il jette un appareil photo de plusieurs milliers de dollars par-dessus bord, dans l'eau, et les Russes y mettent des plongeurs, et lui et le gars s'enfuient. Leur film, lorsqu'il a été développé, a révélé des techniques de production sensibles utilisées par les Soviétiques et a sauvé les États-Unis. $1 milliard parce que nous pouvions désormais modifier nos sonars pour détecter, et la façon dont nos torpilles étaient guidées. Et vous savez, elles étaient guidées, et on a tout changé. Donc, en gros, les Soviétiques allaient avoir cet énorme avantage en technologie sous-marine, et grâce à George Connell, un espion, ils ont égalisé la situation. Les Russes se sont vengés de lui sur la place rouge. Vous savez, chaque gars a une sorte d'ombre du KGB, et un jour, alors que Connell marchait sur la place rouge, il a été attaqué par une bande de voyous qui l'ont violemment frappé et l'ont sérieusement blessé. Et son garde du KGB regardait tout le temps en disant « C'est le prix que vous devez payer pour ça ». Mais Connell est éteint. Quand Connell est mort, il était colonel. Il avait reçu l'étoile d'argent au Vietnam. Ils lui ont donné vous savez, on peut être enterré au cimetière d'Arlington, mais il y a un protocole pour ce qu'un colonel obtient, ce qu'un récipiendaire de l'étoile d'argent obtient. Le commandant du corps des Marines, parce que c'est George Murdoch Connell, pas n'importe qui, c'est une légende. Je veux dire, cet homme est légendaire. Il a eu le traitement d'un général 4 étoiles, mais il a eu plus que le traitement d'un général 4 étoiles. Il a eu droit à un passage d'avion en hommage. Vous n'avez pas de survol à moins d'être, vous savez, le président des États-Unis ou un secrétaire d'État ou quelque chose comme ça. Le colonel George Murdoch Connell, l'un des plus grands hommes à avoir jamais servi dans le corps des Marines, l'un des plus grands hommes à avoir jamais servi dans l'armée. Il a été enterré avec les honneurs d'un général 4 étoiles et le survol qui n'est accordé qu'à des personnes très haut placées. Et l'une des raisons est l'histoire que je viens de vous raconter, parce que ce gars-là, il avait du cran. Mais de toute façon, ce sont le genre de personnes que nous activons pour accéder aux secrets russes, chinois, iraniens. C'est notre métier. C'est ce que font, vous savez, les gens du renseignement. Je ne fais plus ça d'ailleurs. Je veux juste dire que je dois être prudent parce que, vous savez, quand je suis allé en Russie en novembre, lors de mon dernier voyage, j'ai pris la décision que je ne pouvais pas. On m'avait proposé d'être parrainé par une entité appelée le Club de l'Unité Nationale, et j'y étais allé en août. Ils m'ont sponsorisé, très très professionnel, mais j'avais un programme que je voulais faire, les interviews que je voulais faire, et j'ai fini par faire un grand nombre d'interviews qu'ils voulaient que je fasse. Et ce n'est pas un problème, sauf que j'avais été visité par le FBI 1 an auparavant, où ils m'accusaient de travailler sous la direction des Russes. Et je leur dis, les gars, ça ressemble trop à ce que vous me dirigiez pour faire des choses. Je ne peux pas faire ça. Donc j'ai déclaré mon indépendance et j'ai essentiellement monté ma propre opération, où je paye tout. C'est pourquoi j'ai été débanqué d'ailleurs, parce que j'ai décidé de tout payer et ils se sont fâchés. Mais nous avons établi une liste de personnes à interviewer. Et nous avons eu des idées, ma productrice, Alexandra Madurena, a trouvé, vous savez, les noms. Nous avons discuté des noms, nous avons choisi les personnes et nous avons fait la liste.
et elle reçoit un appel ou un texto ou quelque chose de l'administration présidentielle disant « Qui a trouvé ces noms ?» Elle dit « Pourquoi ? Nous les avons trouvés. » Qui vous dit ça ? Et elle a dit « Eh bien, quel est le problème ?» Rien de tout cela n'est. Ils ont dit individuellement « Nous n'avons aucun problème. Ce sont des personnes qui ont déjà donné des interviews. Il n'y a pas de problème avec eux. Mais quand vous les mettez tous ensemble, cela devient une plongée très profonde dans la réalité de la Russie. Et vous comprenez en profondeur comment la Russie fonctionne. Et je me dis, mais c'est justement tout l'objectif de l'exercice. Cela s'appelle la maison Russie. Mon travail est de capturer la réalité russe et de la ramener aux États-Unis. Et ils disent, oui, mais qui vous dirige ? Et j'ai vraiment dû travailler dur pour les convaincre que je suis mon propre maître. Je mène mes propres projets. Je ne suis pas dirigé. Donc c'est l'une des... Ils ne pensaient pas que vous auriez connu certaines des personnes de votre liste ? Que vous auriez dû avoir quelqu'un d'autre faire la suggestion ? Ce n'est pas que je ne les connaissais pas, car je les connaissais. C'était la combinaison de tout le monde dedans, les sujets et tout. Ce n'était pas parce qu'avec le Club de l'Unité Nationale, j'ai interviewé beaucoup de grands noms, vraiment de bons noms et tout ça. Mais c'était, c'est du clickbait. Des choses. Je veux dire, il n'y a rien d'unique dans les interviews. Ils ont donné ces interviews. Nous couvrons le même terrain. J'aborde les choses sous un angle différent. J'ai tendance à aller un peu plus en profondeur, mais vous savez, du point de vue du gouvernement russe, c'est la 450e fois que un type a été interviewé par un occidental. Donc ils se disent, vous savez, ils se répètent simplement. Il n'y a rien de nouveau. Soudain, j'arrive et j'interviewe des gens qui n'ont jamais été interviewés auparavant par l'Occident, et nous allons en profondeur. Et ils se demandent pourquoi. Pourquoi ? Et moi ? Parce que la réponse est que la Maison de Russie vise à capturer la réalité russe et à éduquer les Américains. Ils ont finalement accepté cela, mais c'était intéressant de voir comment ils étaient, vous savez, méfiants. Et la raison pour laquelle j'en parle, c'est que je dois être prudent quand je raconte des histoires, comme avec George Connor, parce que j'ai beaucoup d'enthousiasme quand je raconte l'histoire, parce que j'avais l'habitude de faire ce genre de travail. C'est ce que je faisais, et je pense qu'il y a des gens en Russie qui pourraient penser que je fais encore ce genre de travail, et que, vous savez, et je ne veux pas que les Russes pensent cela du tout, mais vous savez, ils doivent se protéger, mais vous savez, c'est l'une des difficultés d'aller en Russie. Il y aura toujours ce niveau de méfiance, vous savez, à cause de, vous savez, j'ai reçu 2 éloges classifiés du directeur de la CIA pour le travail que j'ai effectué en Russie. Ding, vous savez ça, je ne le cache pas. Vous savez, je suis transparent à ce sujet. J'ai écrit un livre à ce sujet, mais... C'est ça, c'est la malédiction de la confiance. Ouais, au fond de l'esprit des gens, ils se demandent pour qui travaille-t-il encore ? J'ai dit, eh bien, je travaille pour quiconque peut acheter la crème CBD que je peux mettre sur mes genoux. Vous savez, parce que c'est ma priorité dans la vie. Quel intéressant, quel intéressant. En ce moment, c'est faire disparaître la douleur. Et je ne peux même pas apporter la crème CBD en Russie. C'est illégal. Oh! Et y a-t-il quelqu'un à Casa de Reader qui joue à des jeux vidéo ou qui fait quelque chose qui pourrait ralentir l'Internet ce soir par hasard? Ou bien c'est le FBI qui te fait chier? Tu frises beaucoup ce soir. Allez, disons que c'est le FBI qui me fait chier. C'est probablement ça la chose. D'accord. Ronald Lewis, à Washington, D.C., c'est la capitale nationale, vous savez, Scott. Veuillez donner votre évaluation du nombre de morts dans le conflit en Ukraine. La plus récente évaluation de 2 jeunes inexpérimentés du CSIS est de 2,5 contre 1 en faveur de l'Ukraine, avec plus d'1 200 000 victimes russes, et Mark Ruda affirmant que la Russie a perdu 1000 hommes par jour, ce qui est risible. En novembre, j'ai eu la chance, le privilège, en fait, d'interviewer Andrei Ilnitsky. C'est un lieutenant général à la retraite qui a servi auparavant comme conseiller proche de Shoigu, quand Shoigu était ministre de la Défense. Donc cet homme opère au plus haut niveau, et je lui ai parlé des pertes et tout ça, et il a dit, écoutez, ce n'est pas un chiffre que le gouvernement russe a publié, mais il a dit que ce n'est pas. Laissez-moi juste m'assurer de dire exactement ce qu'il a dit, parce que vous savez l'exactitude. Il a dit, ce n'est pas irréaliste de penser que les Ukrainiens ont subi 1 500 000 pertes irrécupérables. Irretrievable loss. Cela signifie des personnes mortes et des personnes blessées si gravement qu'elles ne pourront pas revenir se battre, donc 1 500 000. Et il a dit que officiellement les pertes russes sont inférieures à 10% de cela.
il a dit officieusement, parce qu'il faut ajouter certaines choses, il a dit ce sera juste au-dessus de 10%. Donc c'est 150 000 pertes irrécupérables pour les Russes. Vous savez, la BBC et d'autres avancent des chiffres comme 98 000 et tout ça, mais ça, c'est la réalité. Le fait est que si vous regardez chaque indicateur, les pertes russes diminuent. Il y a des jours où ils subissent des pertes à un chiffre sur, vous savez, comme un front de plusieurs milliers de kilomètres. Là où les Ukrainiens en subissent 2000 par jour, les Russes pourraient en subir, vous savez, 25, ou vous savez, certains jours, 9. Cela ne veut pas dire que les Ukrainiens ne tuent pas de Russes. De temps en temps, les Ukrainiens passent une bonne journée. Les Ukrainiens ont montré une propension à créer ce qu'ils appellent des murs de drones, qu'ils amènent lorsqu'ils passent à l'offensive. Le mur de drones est déployé et sature essentiellement une grande partie du territoire avec des attaques de drones incessantes. Et pendant quelques jours, les Russes ont des problèmes et perdent des centaines de soldats. Mais ensuite, les Russes, ils ont créé une unité appelée Rubicon. C'est une unité spécialisée anti-drone et Rubicon intervient avec d'autres unités de drones et îles. Le travail de Rubicon est de traquer les opérateurs de drones ukrainiens et de les éliminer. Ils sont juste très doués pour cela. Et ce ne sont pas seulement les opérateurs de drones, ils traquent le système. Par exemple, on voit beaucoup de vidéos de Rubicon, ils détruisent les répéteurs, vous savez, les antennes. Alors les Ukrainiens auront leurs opérateurs ici et ils installeront des antennes relais là-bas pour qu'ils soient guidés d'une antenne à l'autre, de sorte qu'ils, vous savez, puissent limiter la continuité de la diffusion, etc. Mais vous savez, les Russes vont intervenir et ils feront exploser les stations de relais et ils feront exploser, vous savez, tous les réseaux de soutien et ensuite ils trouvent où sont les opérateurs et les éliminent à chaque fois. Donc chaque fois qu'ils installent un mur de drones là-bas, en quelques jours, tous les opérateurs ukrainiens sont morts ou ont été retirés et le mur de drones disparaît et les Russes continuent d'avancer. Mais l'idée que la Russie subit des pertes à cette échelle est absurde. Cela ne correspond pas à la réalité. Au début du conflit, vous savez, la Russie a avancé trop rapidement avec trop peu de soucis pour la sécurité des flancs et la sécurité arrière. Et les colonnes ont été séparées, isolées et ont subi de lourdes pertes en conséquence. Mais une fois que les bas, vous savez, une fois que les Russes ont appris et qu'ils sont l'armée la plus adaptable de l'histoire de la guerre moderne, ils apprennent très vite. Ils ont tout un programme, vous savez, des officiers vont servir dans une bataille. Par exemple, après Koursk, vous savez, l'OTAN a formé une armée ukrainienne avec des tactiques de l'OTAN, de l'équipement de l'OTAN, utilisant l'IA, utilisant des communications et, vous savez, des technologies avancées, utilisant des choses qui étaient tellement avancées que de nombreuses unités de l'OTAN ne pouvaient pas le faire. Je veux dire, les Ukrainiens utilisaient des tactiques de l'OTAN si avancées que de nombreuses unités de l'OTAN, y compris certaines unités américaines, n'étaient pas à niveau. Ils sont allés à Koursk, alors que les Russes ont réagi. Vous savez, les Russes ont dû apprendre. C'est-à-dire qu'ils sont là en train de se poser des questions. Comment communiquent-ils? Pourquoi attaquent-ils ici? Vous savez, qu'est-ce qui les a déclenchés? C'est, ils utilisent une intelligence artificielle qui fait des prédictions de, vous savez, où nous sommes. Et une fois qu'ils comprennent cela, vous savez, si c'est une IA et qu'elle fonctionne sur la base d'un algorithme, il suffit de faire des trucs que l'algorithme de l'IA n'attendrait jamais de vous, et vous l'avez simplement vaincu. Et vous savez, Arty Aladinov était l'un des gars là-bas. Il a une unité de drones qui était très efficace. Ils opéraient comme des éclaireurs. Donc ils sortent pour essayer de découvrir où se trouvent les Ukrainiens, parce que les Ukrainiens prédisent où se trouvent les Russes, et ils font des pénétrations en profondeur. Et donc les gars d'Arty Aladinov sont intervenus. Et pendant que vous avez des troupes qui, vous savez, occupent physiquement le terrain, les unités de drones sortaient et occupaient le terrain et se mettaient en place pour trouver l'ennemi, fixer l'ennemi, tuer l'ennemi. Et puis les drones contrôlaient, vous savez, le territoire, tandis que, vous savez, Akhmat avançait et tout ce genre de trucs innovants. Mais vous savez, tout cela, c'est des choses qu'ils découvrent sur le tas. Mais quand la bataille s'est calmée, les officiers qui ont fait cela, ils en ont choisi certains et les ont envoyés à l'académie où ils ont formé tous les autres. Ils ont expliqué pourquoi ils l'ont fait et l'académie était là à dire « D'accord, comment répliquons-nous cela? Qu'est-ce qui était unique à ce sujet? Que pouvons-nous faire? Comment pouvons-nous transformer ça en doctrine? Etc. etc. » Ils rédigent cela, puis ils descendent dans les zones d'entraînement et transforment la doctrine en manuel d'entraînement. Et au moment où ils retournent pour continuer le combat, les unités de l'armée russe qui sont retirées, avant de revenir, elles sont formées. Et donc les Russes sont maintenant formés aux dernières tactiques et techniques dérivées
de l'expérience du champ de bataille en première ligne. C'est pourquoi les Russes ne perdent pas tant de monde, car ils sont sacrément bons. Ils sont plutôt adaptables. Mais pour répondre à votre question, je dirais qu'en novembre 2025, vous ne seriez pas loin de la vérité si vous disiez que le nombre de pertes irrécupérables pour la Russie était d'environ 150 000. Shane, en Alberta, quel était votre avis sur le fait que le secrétaire au Trésor des États-Unis, Scott Bessent, promeut l'indépendance de l'Alberta? Je méprise cet homme. Peut-on modifier cette liste? Mais il ne fait pas partie de ton top 5. Il ne fait pas partie de tes 5 plus détestés. Eh bien, une fois qu'on enlève le chef, on appellera le top 5 des vivants. Tu lui fais de la place sur la liste. Scott Besson est dans le classement cette semaine parce que cet homme n'est que une racaille absolue, et des déclarations comme celle-là le prouvent. Mais ce qui est embarrassant, c'est que normalement, une déclaration comme celle-là vous ferait virer. Dans n'importe quelle administration présidentielle américaine normale, avoir un responsable au niveau du cabinet encourager le séparatisme. Pensez à ce dont il parle ici. Le Canada n'est pas juste un voisin. Le Canada est un allié de l'OTAN. Et il encourage le séparatisme. Il encourage les gens à violer la règle constitutionnelle au Canada. Je veux dire, comment réagirions-nous si un gouverneur canadien encourageait, vous savez, le Montana à se séparer? Nous serions furieux. Nous pourrions même aller en guerre. Mais vous savez, donc non, je pense que c'est juste faux. Regardez le Canada, que Dieu bénisse leurs âmes canadiennes. Vous savez, leurs politiciens ont été aspirés dans le même piège intellectuel que l'Europe concernant l'Ukraine. Et vous savez, le Canada, bien sûr, abrite des milliers de banderistes. Et nous les avons vus donner une ovation debout à un voyou nazi, un assassin, un tueur. Et vous savez, Chrystia Freeland était le numéro 2, et c'est maintenant une nazie qui conseille. Vous savez, donc il y a des problèmes avec le Canada. Mais je vais vous dire quelque chose. Pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale, ils étaient parmi les soldats les plus courageux à avoir combattu aux côtés des Américains. Ils ont combattu dans, vous savez, toutes les guerres dans lesquelles nous avons été impliqués. Ils ont combattu en Afghanistan. Ils ont combattu en Somalie. Vous savez, les Canadiens ont été là et ils sont très courageux. J'ai connu beaucoup de soldats canadiens. J'étais très proche des Canadiens du déminage qui accompagnaient mes équipes quand je suis allé en Irak parce que nous allions dans des zones, vous savez, à la recherche de preuves de SQD détruits ou l'équipement détruit qui avait été fortement bombardé par les États-Unis pendant la tempête du désert, et il y avait beaucoup de munitions non explosées autour. Et donc, ces gars venaient sécuriser la zone avant que nous puissions faire les inspections. Je me souviens de 2 que nous avions surnommés Laurel et Hardy parce qu'ils ressemblaient littéralement à Laurel. Et l'un était un Newfie, un Newfoundler terre-neuvien, et l'autre était un Vendeux du Québec, un Québécois. Et je veux dire, il avait l'accent, et le Newfie avait l'accent de Newfie. Quand ces gars se lançaient, c'était un spectacle comique. Tu te faisais dessus, ils étaient tellement drôles, mais ils étaient très sérieux. Mais ils rendaient le déminage divertissant et tout ça. Tragiquement, je pense qu'ils sont tous les 2 morts en Yougoslavie, en passant sur une mine. Mais vous savez, c'est comme ça. Mais les Canadiens que je connais et que je connaissais, très courageux, très bonnes personnes, ce sont des gens au grand cœur. J'ai voyagé au Canada de nombreuses fois et je n'ai que des choses positives à dire à leur sujet. Et c'est dégoûtant, méprisable, et tous les autres mots que vous pouvez mettre là-dedans pour avoir un foutu responsable du gouvernement américain encourageant le séparatisme dans un État allié. Mon Dieu, que leur est-il arrivé? Je veux dire, qu'est-ce qui ne va pas chez ces gens? Et il y a des Américains qui rient en pensant que c'est mignon. Je vais regarder le chat, et si je vois quelqu'un ricaner, je vais vous foutre dehors de mon chat. Vous savez, désolé, ce n'est pas un environnement de liberté d'expression, vous savez. Non, pas de rire, mais je viens de recevoir un message de Meghan McCain disant merci d'avoir retiré son père de la liste. Eh bien, Meghan, tu es la bienvenue pour rejoindre la liste quand tu veux. Tu peux retourner dans The View s'il te laisse faire. La prochaine question vient d'Adi Dizdarovic en Bosnie-Herzégovine. Quel est votre avis sur le pacte de défense entre le Pakistan, la Turquie et l'Arabie saoudite? Et voyez-vous l'Iran rejoindre ce pacte? Sont-ils plus proches de l'Ouest ou du Sud global? Eh bien, tout d'abord, nous savons que le Pakistan et l'Arabie saoudite ont signé un pacte de défense bilatéral qui a des aspects de défense collective qui sont parallèles aux engagements de l'article 5 de la charte de l'OTAN, dans la mesure où, bien qu'ils en parlaient depuis longtemps, la genèse ou l'effet causal immédiat
était l'attaque israélienne contre le Qatar. Et après cela, les Pakistanais et les Saoudiens ont dit « Nous devons arrêter. Israël est juste une nation rebelle, une nation hors de contrôle, bombardant qui ils veulent, quand ils veulent. Qu'est-ce qui les empêche de bombarder Riyad ?» Et la réponse était absolument rien parce que l'Amérique ne va pas les arrêter. Ils ne bombarderont pas le Pakistan parce que le Pakistan a des armes nucléaires. Et donc, le Pakistan et l'Arabie Saoudite ont signé cet accord de défense qui, ostensiblement, étend le parapluie nucléaire pakistanais à l'Arabie Saoudite. C'est important, pas beaucoup de gens en parlent. Maintenant, la Turquie a indiqué qu'elle voulait avoir un accord similaire, mais elle ne rejoindra pas cet accord bilatéral. C'est un accord autonome, mais ils veulent un nouveau pacte de défense tripartite de nature similaire. Pourquoi ? Israël. Vous savez, la Turquie étend son influence en Syrie, et Israël, juste après la chute de la Syrie, alors que les Turcs étendaient leur influence, de nombreux analystes israéliens disaient que l'Iran n'est plus la menace numéro 1 pour Israël, c'est la Turquie, et qu'Israël doit commencer à considérer la Turquie comme une menace existentielle. Et la Turquie écoute cela et réalise que, vu que les États-Unis et l'Europe se vendent totalement à Israël, le seul moyen pour la Turquie d'obtenir une défense contre Israël est de développer des alliances régionales. Et donc c'est ce que fait la Turquie. Ils ne vont pas s'orienter vers l'Occident, ils ne vont pas s'orienter vers un Sud global. Il ne s'agit de rien d'autre que de protéger la Turquie et l'Arabie Saoudite des excès israéliens. C'est de cela qu'il s'agit avec ces pactes de défense. L'Iran ne rejoindra pas cela parce que l'Iran se concentre, par exemple, sur les relations de défense avec la Russie et les relations de défense avec la Chine. Et vous savez, vous ne pouvez pas avoir une nation aussi étroitement liée en cause commune avec la Turquie dans l'OTAN. Et nous savons déjà ce qui s'est passé lorsque la Turquie a obtenu le S-400 et qu'elle a ensuite voulu le F-35 et que les Américains ont dit non. Le Pakistan a effectivement une bonne relation avec la Chine. Ce sera intéressant de voir comment la Turquie gère cela et comment l'Arabie Saoudite gère cela, car elles ont toutes deux acquis une technologie occidentale avancée. Cela pourrait maintenant être mis en péril en théorie si le Pakistan y avait accès et le transmettait ensuite aux Chinois. La question vient de Hendrix au Royaume-Uni. Comment voyez-vous la relation entre les États-Unis et le Pakistan ? Et quel avenir cette relation réserve-t-elle lorsqu'il s'agit de rechercher un soutien comme les États-Unis l'ont fait pendant la guerre d'Afghanistan ? Beaucoup de choses ont changé en Afghanistan depuis la fin de la guerre. Eh bien, tout d'abord, je pense que nous devons comprendre que le Pakistan a une relation stratégique avec la Chine, une relation stratégique très importante avec la Chine, qui est liée à l'animosité continue du Pakistan envers l'Inde. Et vous savez, souvent, lorsque nous nous concentrons sur une relation américano-pakistanaise, nous avons tendance à oublier cet aspect de la réalité pakistanaise. Le corridor économique sino-pakistanais est une réalité. C'est une chose sérieuse. Et le Pakistan a désespérément besoin de cela pour fonctionner afin que son économie survive. Le Pakistan doit faire semblant de soutenir les États-Unis parce qu'il a besoin que le Fonds monétaire international et la Banque mondiale continuent à accorder des prêts au Pakistan. Le Pakistan a eu une crise de devises fortes ou de réserves étrangères. Je crois que c'est ainsi qu'ils appellent cela. Ils n'avaient pas assez de réserves étrangères pour gérer l'achat d'énergie dont le Pakistan avait besoin. Donc vous savez, il y a une relation, mais c'est plutôt une relation forcée, ce n'est pas une relation naturelle. Souvenez-vous que Imran Khan, l'ancien Premier ministre, a été arrêté en grande partie parce qu'il a dénoncé les États-Unis travaillant avec le Parlement pakistanais pour le destituer. L'ingérence directe de la part des États-Unis. Tout ce qu'il a dit était vrai. Nous savons que c'est vrai. Mais il a publié un document, puis il a été accusé de divulgation non autorisée de documents et d'un tas d'autres choses. Et ils ont fini par le mettre en prison. Vous savez, il y a un pourcentage important de la réalité politique intérieure pakistanaise qui est anti-américaine. Cela doit également être reconnu. L'armée pakistanaise, vous savez, ce qu'ils savent, c'est que la Chine les a aidés à vaincre l'Inde lors de la dernière guerre. Avions chinois, aide chinoise. Pour les États-Unis, ils les voient comme un pays avec lequel ils ont collaboré en Afghanistan, mais vous savez, les États-Unis se rapprochaient aussi de l'Inde, et l'Inde travaillait avec les États-Unis pour empêcher le Pakistan d'accéder aux régions pashtunes d'Afghanistan,
dans le cadre de leur stratégie de profondeur face à l'Inde, et les Pakistanais leur en veulent pour ça. Les Pakistanais ont eu des relations étroites et continuent avec les talibans et d'autres groupes, le réseau Haqqani, ce qui les a mis en désaccord avec les États-Unis. Et le Pakistan a trouvé l'histoire entière de la guerre mondiale contre le terrorisme incommode, car en gros, il facilitait la capacité d'un État non islamique, les États-Unis, à combattre, vous savez, un adversaire islamique. Et eux, vous savez cela, les Pakistanais n'étaient pas nécessairement ravis de cela. Donc, je dirais aujourd'hui que la relation pakistano-américaine est une relation de convenance, mais la véritable orientation stratégique du Pakistan est avec la Chine. D'accord, c'est tout pour les questions que nous avions à l'avance. Et si vous, les gentils gens, voulez que vos questions soient prises en compte lors de l'émission de la semaine prochaine, vous pouvez les envoyer à tourofduty.org. Nous les acceptons sous forme de texte, aussi des messages vocaux, ce que vous préférez, à usetourofduty.org. Scott, peut-être que nous pouvons inclure quelques questions de chat en direct avant de dire bonne nuit. Une question est, que se passe-t-il avec Ryan? A-t-il survécu aux problèmes de glace? Oui, il va bien. Il n'est pas là ce soir juste parce qu'il a un engagement social, donc pas de problème avec lui. Voici une question pour vous. Scott, quel est l'endroit le plus sûr pour vivre de nos jours avec de jeunes enfants? Canada, Russie, Chine? Si le Canada devient les États-Unis, où devrais-je déménager? Demande Helsinki Finn sur Facebook. Je veux dire, le moins d'attentats terroristes, le meilleur contrôle des armes, etc. Elle a une sacrée liste de préférences. Oui. Eh bien, il y a des communautés aux États-Unis qui sont extrêmement sûres. Ma femme et moi avons choisi Bethléem, Delmar, en raison de la haute qualité des écoles, du faible taux de criminalité, et cela a été à la hauteur de ce nom. Cela a été l'un des 10 meilleurs endroits où vivre en Amérique. Dans tous les États-Unis, il y a de grandes communautés dans lesquelles vous pouvez vivre. Vous savez, l'ensemble des États-Unis n'est pas dans cet état-là. Donc, je dirais que si vous vivez aux États-Unis, je ne sais pas où vit Helsinki Finn, mais si vous vivez aux États-Unis et que vous n'êtes pas satisfait de votre communauté, trouvez une meilleure communauté. Vous savez, c'est juste la réalité. Je pense que si vous allez autour des capitales d'État, vous trouverez toujours, vous savez, les banlieues qui soutiennent une classe professionnelle de personnes, des employés de l'État, ce qui signifie que vous avez de la stabilité parce que les employés de l'État ne sont pas licenciés. Ils ne perdent pas leur emploi en période de trouble parce que l'État a besoin de fonctionner. Et donc, vous n'aurez pas de quartier entier qui ferme leur maison. Les gens sont propriétaires, ils seront là, ils paieront leurs taxes scolaires, les écoles seront financées, vos enfants pourront aller à l'école, les policiers seront financés. Les policiers sont meilleurs dans ce genre de communauté parce qu'ils ont tendance à ne pas considérer leur communauté comme l'ennemi, comme ils le feraient, disons, s'ils patrouillaient dans le centre-ville. Donc, il y a beaucoup d'endroits en Amérique où, je dirais, vous devriez vivre. L'Amérique est un pays merveilleux, et nous avons des gens merveilleux. Nous avons des problèmes, de gros problèmes. Je ne conseillerais pas de vivre au Minnesota en ce moment, à Minneapolis. Je ne conseillerais pas de vivre à Chicago. Je ne conseillerais pas de vivre à... Mais vous savez, Washington, D.C., je suis contre ce que fait Trump. Je suis contre l'occupation et tout ce genre de choses. Mais vous savez, le fait est que le taux de criminalité a chuté. Ma fille vient d'acheter une maison à Washington, D.C., dans un quartier où le taux de criminalité est très bas. Mais cela ne veut pas dire que vous devez. Vous savez, à côté, il y a des quartiers qui ont des taux de criminalité élevés. Mais elle a une maison maintenant. Ils vont élever un enfant. C'est juste, vous savez, donc je ne préconise pas de fuir l'Amérique. Ce n'est pas mon cas. Je ne le préconise tout simplement pas. Cela dit, vous savez, le monde est plein de communautés d'expatriés où les gens ont pris une décision et vous devez respecter ces décisions. La Russie est un endroit formidable. Je veux dire, vous savez, si les circonstances le permettent, vous savez, si jamais je finissais par vivre en Russie, ce que je ne peux pas imaginer, mais disons que c'était le cas, eh bien, je ne serais pas malheureux. Clean, propre, bonne éducation, sûr, on ne peut pas se tromper. La Chine, je n'ai rien entendu à propos de la Chine. Encore une fois, cela dépend de la communauté dans laquelle vous êtes et de l'endroit où vous vous trouvez. Mais les Chinois, vous savez, respectueux des lois propres, modernes, etc. Et le Canada, je suis allé à Calgary. Je veux dire, Calgary pourrait tout aussi bien être, on dirait que je parle comme Scott Bessant, ça pourrait tout aussi bien faire partie des États-Unis, vous savez, ces foutus cow-boys canadiens, ils ressemblent énormément aux cow-boys américains, ils mâchent le même tabac, mais vous savez, Calgary était génial, l'Alberta est génial,
Vous savez, Ottawa, certaines parties d'Ottawa étaient super. Vous savez, Montréal, j'adore Montréal, même si elle est peuplée de gens qui parlent avec un accent français. Ils sont sympas. Vous pouvez trouver de bons endroits où vivre, où que vous soyez. J'en suis convaincu. Et c'est tout ce que je dirais. Si vous êtes malheureux là où vous êtes probablement dans un endroit où vous ne devriez pas être au départ. Vous savez, soyez intelligents lorsque vous élevez des enfants. Choisissez un endroit qui, vous savez, n'est pas seulement bon aujourd'hui, mais regardez la démographie, regardez l'économie, et projetez-vous en fonction de l'âge de vos enfants. Quand termineront-ils le lycée? Quelle sera la qualité de l'éducation lorsqu'ils auront terminé le lycée? Nous sommes arrivés ici, et la qualité de l'éducation était la même. Ils ont reçu une éducation fantastique ici. Je pense que les enfants qui vont encore à l'école ici reçoivent une éducation fantastique. Ils ont intérêt parce que même si je n'ai pas d'enfants dans le système scolaire, je paye des impôts scolaires exorbitants. Mais vous savez, encore une fois, c'est mon point de vue. Je ne préconiserai pas. Vous devez prendre vos propres décisions. Si j'avais une famille russe, si j'étais plus jeune peut-être, et que je pouvais poursuivre une carrière académique ou, vous savez, pouvoir faire le genre de recherche que j'aimerais faire, je pourrais vivre en Russie sans hésitation. Je pourrais vivre en Russie sans hésitation. Je veux dire, je ne serais pas opposé à vivre en Russie sans hésitation. Mais vous savez, c'est juste. Les gens veulent que je fuis en Russie, et cela n'arrivera jamais. Je ne fuirai jamais en Russie. Mais s'il y avait quelque chose en Russie qui, vous savez, si une grande université venait et disait « Et, pour les 3 prochaines années, que diriez-vous d'enseigner les relations internationales ?» J'y réfléchirais. Je veux dire, je ne le ferai peut-être pas, mais j'y réfléchirais parce que pourquoi pas. Je veux dire, la Russie est un endroit génial. On ne peut pas se tromper en vivant en Russie. Et j'aimerais visiter la Chine pour pouvoir en parler directement. Mais tous ceux à qui j'ai parlé de la Chine disent la même chose. C'est tout simplement fantastique. Et je suis allé au Canada et le Canada est génial. Donc vous ne pouvez pas vous tromper si vous choisissez, vous savez, où que vous soyez. Choisissez simplement un bon endroit, un bon quartier et tout ira bien. Et faites vos recherches, vous savez. Prenez en compte non seulement les statistiques, mais aussi comment vous vous sentez. Vous savez, là où je vis, par exemple, je me sens très en sécurité. Je sors me promener la nuit, je n'ai jamais vu le moindre personnage louche. Et l'autre jour, j'ai eu une conversation avec un policier et je lui ai demandé « Ai-je un faux sentiment de sécurité ou y a-t-il vraiment pas de crime dans ce quartier ?» Il a dit qu'il n'y avait pas de crime. Donc, j'ai à la fois la perception et la réalité. Scott, t'as mentionné enseigner en Russie. Je te vois comme un enseignant et je pense que tu serais formidable dans ce rôle au niveau universitaire. Y a-t-il une chance de le faire ici, aux États-Unis? Non. D'accord. C'est pareil en anglais, en espagnol et en français. Non. Il n'y aura pas de confusion. Il n'y aura pas de confusion. D'accord. Merci à notre cher public et merci à toi, Scott. Ryan nous a manqué ce soir, mais je pense que nous avons bien géré. Nous reviendrons la semaine prochaine comme d'habitude. Rejoignez-nous demain soir sur The Winers à 19h, heure de l'Est. Notre invité sera Nathan Daly. C'est un ancien policier et nous parlerons de la situation dans le Minnesota. Alors ne manquez pas ça. Prends soin de toi, Scott. Prenez soin de vous, tout le monde. Bonne nuit. Dans le bruit des écrans, les ombres font la loi. Des titres qui s'allument puis s'éteignent sans voix. On lit entre les lignes, on suit le fil discret. Les mots qu'on n'a pas dit, les gestes qu'on promet. La nuit porte des preuves, des signes à moitié. Un chiffre, une image, un regard détourné. Si tout semble clair, c'est peut-être un décor. Nous on cherche la faille et la vérité dehors. Les non-dits, on les met en lumière. Quand le monde se tait, on écoute la poussière. Les non-dits, on recolle le sens. À froid, sans cri, mais avec exigence. Les non-dits, au cœur de la nuit, on ouvre les dossiers. Et le réel surgit. Des promesses en coulisses, des mains sous la table. Des versions officielles, trop lisses, trop hables. On compte les secondes, on suit les trajectoires. Les cartes se déplacent, échangent d'histoire. Un port, un ciel chargé, un message chiffré. Des alliances qui craquent, des pactes déchirés. Si l'info te traverse comme un courant sans fin, ici on la ralentit pour voir ce qu'elle peint. Les non-dits, on les met en lumière. Quand le monde se tait, on écoute la poussière. Les non-dits, on recolle le sens. À froid, sans cri, mais avec exigence. Les non-dits, au cœur de la nuit, on ouvre les dossiers. Et le réel
surgit. On ne vend pas des peurs, on cherche des repères. On sépare le bruit des faits, la scène du mystère. Chaque phrase a son prix, chaque silence un poids. Mais la vérité respire quand on tient le cap droit. Regarde bien la trame, derrière le spectacle. Les détails sont des clés et les angles des actes. Si tu veux comprendre au lieu de simplement croire, reste avec nous, on remonte le miroir. Les non-dits, on les met en lumière. Quand le monde se tait, on écoute la poussière. Les non-dits, on recolle le sens. À froid, sans cri, mais avec exigence. Les non-dits, au cœur de la nuit, on ouvre les dossiers et le réel surgit. Les non-dits, on les met en lumière. Quand le monde se tait, on écoute la poussière. Les non-dits, on recolle le sens. À froid, sans cri, mais avec exigence. Les non-dits,